ben on est bien. Oui, loup. C'est bien. Ça régale. Bon, le jardin. Un colon. Je m'appelle Julien, j'habite à Grenoble actuellement, j'ai 31 ans et je suis issu du nord-est de la France, d'une famille d'agriculteurs. Donc pas un métier où on a le temps de pratiquer du sport, mais finalement un métier physique. Donc je pense qu'ils m'ont inculqué finalement sans le vouloir ce goût de l'effort, on va dire. Euh, Par contre, eux, ils n'avaient pas le temps de pratiquer du sport, mais ils m'ont pas mal encouragé quand j'étais jeune à faire plein de sports différents. Collège, au lycée, faire du foot, du hand et l'UNSS aussi. Donc où on pratiquait plein de choses, baseball, etc. Je suis arrivé dans le monde de la course à pied par la route, étonnamment, j'en suis loin aujourd'hui. Toujours un peu dans cette optique de tâtonner un peu tous les sports et trouver vraiment ce qui me convient le mieux. En 2017, je me suis inscrit au marathon de Paris en me disant, voilà, est-ce que la course à pied c'est fait pour moi ? Finalement, 3 semaines avant l'objectif, j'en ai eu ras-le-bol de la course à pied, j'en pouvais plus. Et j'ai quand même couru ce marathon. Et après ce marathon, bon, j'étais fier de moi, mais je me suis dit, je crois que plus jamais. Mais c'est souvent comme ça. Et finalement, c'était pas une fin, parce que petit à petit, je suis revenu dans ce milieu, mais plutôt par la montagne et par le trail. Finalement, du coup, en 2017, suite à ce marathon, j'ai aussi fini mes études en parallèle, eu l'opportunité de changer de ville, changer de travail et finalement presque changer de vie. Parce que quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai découvert la montagne. Au début, je la voyais simplement depuis mon bureau et je l'imagine encore, quoi. Vraiment, je passais mes journées à rêver de ce que je pourrais y faire le week-end. Et je connaissais peu encore le monde du trail et vraiment très peu la montagne. Et je commençais à rêver, voilà, des randonnées que je pourrais faire sur le week-end. Et je me disais, pourquoi pas faire une randonnée de 2 jours en y allant en courant, et peut-être que ça passerait. Et finalement, de fil en aiguille, ça s'est fait, quoi. Et je me rendais pas trop compte que j'arrivais dans le milieu du trail. Et vraiment, de petit à petit, je me suis même inscrit à des courses par-ci par-là, juste en voulant un peu faire ma petite aventure, quoi, sans vouloir performer. Et vraiment, c'était loin de moi cette idée à ce moment-là. Juste d'aller en montagne, de la parcourir et de vivre des bons moments là-bas, quoi. On est bien. Le programme du jour, c'est on va aller au lac Crozet. L'objectif, c'est d'aller au Grand Colomb. Donc on est au-dessus de la maison. Ça, c'est cool. 15-20 minutes de route. On est en famille avec le Dogs, Léa. Puis voilà, on va passer Crozet. Donc petit lac bien sympa, super joli. Un peu touristique, mais on va en sortir et aller chercher du caillou. Quelle idée! Les trailers, ils regardent que leurs pieds. C'est vrai que par l'aventure, je pense que je me suis beaucoup découvert. Comme je disais, ça s'est fait très intuitivement, l'aventure. Mes petites aventures ont commencé à passer de 1 jour à 2 jours et à un peu plus. Et en fait, c'est par là que j'ai rencontré pas mal de personnes finalement et que j'ai eu des échanges qui étaient super enrichissants.
Ça m'a permis de me découvrir et grâce aux autres, je pense que j'ai aussi pu découvrir que j'étais pas tant solitaire que ça, ce que je pensais à la base. Finalement, dans chaque aventure, à chaque fois, ce que je retenais en arrivant à la maison, c'est peut-être même rien qu'un sourire d'une personne ou un échange qui peut paraître anodin, mais finalement, c'était, c'est ça que je retenais, quoi. Donc voilà comment on va dire un peu l'aventure m'a construit et finalement est resté, quoi, parce que aujourd'hui, quand je discute avec des gens, si on me demande de me définir, souvent, ben, c'est aux aventures que je pense, aux aventures dont j'ai envie de parler, quoi. J'y ai passé quand même 5 ans à Toulouse, dans ces belles Pyrénées. J'ai eu le temps de manger montagne, de réfléchir montagne. Et finalement, après, j'ai dû les quitter, ces Pyrénées. Et depuis longtemps, je rêvais de faire cette traversée des Pyrénées. Parce qu'il y a un sentier, du coup, qui part de l'océan et qui rejoint la Méditerranée, qui traverse toutes les Pyrénées. Et donc, finalement, au gré des randonnées et des trails, ce chemin-là, on le croise plusieurs fois. Et donc, à force, on a envie de le faire. Donc je me suis dit quoi de mieux pour clôturer ce chapitre Pyrénées de ma vie que de faire le GR10. À ce moment-là, ça me semblait faisable parce que j'avais fait des aventures de ce type et je me disais finalement en y allant très lentement, ça se fera. Donc c'était une aventure, c'est clair. Après moi je voulais aussi peut-être un peu de piquant, un peu d'inconnu et en parallèle de ça je découvrais le monde de la marche et de la course pieds nus. Je me suis dit mais pourquoi pas faire une aventure qui me paraissait folle de faire le GR10 pieds nus. Euh, Tout simplement, ça me paraissait complètement fou. Alors, il fallait pas que je recherche auprès de mes proches du soutien sur ce moment-là parce que ça paraissait tellement fou qu'ils avaient plutôt envie de se soucier de moi. Mais voilà, j'ai clôturé cette belle aventure des Pyrénées par le GR10 pieds nus et ce qui est super, c'est que je suis arrivé au bout. Je m'y attendais, je pense, pas du tout. Donc voilà comment ça s'est terminé. Donc ça, c'est tous les hauts du corps. Ok. D'ailleurs, il faut que je choisisse celui que je prends pour le départ. Comme si j'étais à ma base vie. On a dit Frais. il fait frais, Courmayeur, Mais il pleut pas finalement. mais il pleut pas. 20 degrés. Non, 20 heures, pardon. 20 heures, 10 degrés ressentis. Et dans la nuit, ça descendra à 0 degrés, quoi. Pizza, coca, ouais, à midi, alors qu'au départ il est à 20 heures. Et puis peut-être ce soir à 18-19 heures, hein, finalement. Départ à 20 heures, donc peut-être moyen de se recaler à un autre resto. On engrange les calories. Ouais, c'est compliqué de préparer un tour des glaciers, on sait pas trop par où s'y prendre. Et moi, ce qui m'importe surtout, c'est de passer des moments en montagne, faire du volume en montagne, de m'entraîner régulièrement tout au long de l'année. C'est pour ça que je suis inscrit en club, en club de running dans un village à côté de chez moi. Donc tout l'hiver et tout l'été, tout au long de l'année, il y a des entraînements et ça, c'est pas mal pour se faire de la caisse, du fractionné, tout ça. Et après, sinon, du coup, au cours de mon année sportive, là, j'ai commencé par faire du ski de fond, du ski de rando. Et donc, j'ai commencé par ça en faisant la foulée blanche et la tranche jurassienne en course de ski de fond. Donc ça permet de faire du volume. Ça se transpose bien sur le trail quand même, je pense. Suite à ça, du coup, j'ai fait Sky Race des Mathésins, Sky Tour des Mathésins, qui sont des courses quand même assez typées haute montagne, on va dire. Donc ça marche bien, en tout cas pour le tour des glaciers. Euh, et suite à ça, j'ai refait du volume avec un stage trail avec mon club de running, justement. Donc on partait, pareil, dans des montagnes pas si loin d'ici, en séjour pendant un week-end. Et donc j'en ai profité pour y aller à vélo, faire le stage trail, donc du volume avec le club, et revenir à vélo. Ça faisait un bon gros bloc de volume. Donc ça, super bien pour générer de la fatigue et faire des adaptations. Et là, tout récemment, là, je viens de faire ma première ultra distance à vélo, la Race Across France, un événement de 1000 km que j'ai fait en duo d'ailleurs. Et finalement, ça se transpose, je pense, bien pour le Tour des Glaciers parce que ça m'a fait travailler sur la fatigue et apprendre des nouvelles choses, encore une fois, sur la gestion de la fatigue. Et maintenant que c'est fini, c'est le moment de partir à nouveau en montagne et de faire du volume en trail et aller se faire plaisir là-haut. Je me souviens. C'est Julien Collin ton nom? Ouais. Ouais, je te reconnais en fait. C'est vrai? Ouais. Grosse surprise en descendant du Grand Colomb.
un mec qui me reconnaît. Et en fait, c'est un mec qui a fait le Tour des Géants en même temps que moi l'année dernière. Et et avec qui j'ai fait une partie de la course, quoi. Je pense que d'ailleurs j'ai même vécu des moments très forts en émotion avec lui, mais le problème c'est que je m'en rappelle plus là. Et en tout cas ça m'a fait trop plaisir de le revoir. Gros hasard quand même, 15 jours avant le Tour des Géants, avant le Tour des Glaciers pardon, de revoir un coureur comme ça quoi, c'est hasard incroyable. Je crois que je préfère largement augmenter les distances, découvrir des nouveaux endroits que de réduire mon temps. Alors il en faut pour tous les goûts. Moi c'est comme ça que je crois que j'apprécie le plus courir. Et en fait de fil en aiguille, réussite, échec de trail, j'ai fini par me dire ah bah pourquoi pas 10 de plus, pourquoi pas 10 km de plus si ça se fait bien. Et en fait quand je m'inscrivais à une course on va dire de 50 bornes et que je voyais des courses à côté de 70 bornes, moi, c'est juste, ça me faisait rêver, quoi. À chaque fois, j'ai toujours considéré les plus grandes distances en tout cas, moi, quelque chose qui me fait rêver, quoi. Des plus grandes aventures. Et en fait, de fil en aiguille, ben, au fur et à mesure des années, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'en suis arrivé là et je pense que j'aurais jamais imaginé que je serais là à faire ça aujourd'hui. J'ai eu la chance de participer au Tour des Géants l'année dernière. Chose qui était déjà une fin en soi pour moi. C'était une chance extraordinaire, j'en rêvais depuis des années. Euh, donc m'aligner au départ, c'était déjà une victoire et d'être finisher, une deuxième. J'ai vécu une super course où j'ai rencontré des personnes formidables. 3 personnes avec qui j'ai partagé au moins la moitié de la course. Et, euh, et d'ailleurs, pendant le Tour des Géants, j'ai eu la chance de voir des coureurs du Tour des Glaciers. Pour moi, était dans un univers parallèle, quoi. Finalement, je me sentais tellement fier d'être sur ma course, mais quand je les voyais, j'étais pris d'une sorte d'humilité, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Rien que rien que de les voir, même là, ça me prend en trip. Et, euh, et pour moi, c'était un autre monde de les voir alignés sur cette course. Et quand on m'a dit que pour y participer, il fallait faire moins de 130 heures, et que 24 heures ou 48 heures avant de terminer le Tour des Géants, j'ai su que bah, peut-être c'était possible. Je me suis dit, mais en fait, bah, peut-être que c'est pour moi, quoi. Ce truc qui me semble être fait pour des extraterrestres, bah, peut-être que en fait, je suis prêt aussi, moi. Donc je me suis détaché de mon groupe et je me suis dit, bah là, faut que j'essaie de faire ma course. Et finalement, c'est passé de peu, 127h30, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement fier d'avoir terminé. Mais en fait, sur le dernier jour de course, j'avais déjà en tête mon Tour des Glaciers de l'année prochaine. Et voilà, maintenant, c'est maintenant, quoi. On se retrouve 15 jours avant le Tour et du coup bah, l'été j'ai bien switché en faisant pas mal de trail. Après tout ce vélo, et ben, j'ai fait pas mal de volume en course à pied. Les vacances étaient sportives évidemment avec un mix de course à pied et vélo. Et suite à ça, il y a eu un tour des écrins sur 4 jours avec un bon ami à moi. Donc là pareil, l'occasion de faire du volume bah, bien spécifique. Je crois que ça faisait 170 bornes et 11 000 de dénivelé sur 4 jours. Donc c'est quand même une bonne prépa pour le Tour. Bon, suite à ça, du coup, j'étais quand même vachement content de mon volume de course à pied. Ça s'est bien passé, il y avait pas de douleur, tout ça. Tout roulait bien, en tout cas, je me sentais bien dans mes baskets, on va dire. Et, euh, et finalement, du coup, cheville, patatras, chose qui m'avait déjà accompagné l'année dernière pendant le Tour. Et ben là, une torsion sur le ligament antérieur de la cheville. Et bah, c'est pas un truc à prendre à la légère parce que premier facteur de récidive d'une cheville, d'une entorse, c'est d'avoir déjà fait une entorse avant. Donc une fois qu'on est exposé, bah, on peut en faire d'autres. Donc fallait prendre le taureau par les cornes. Et sachant que ça m'est arrivé un mois et demi avant le Tour, bah, j'ai commencé à sentir que ma prépa elle pouvait être en danger. Donc ben, j'ai mis les moyens nécessaires, on va dire. J'ai fait bah, les séances de kiné qu'il fallait, de la corde à sauter, de la proprioception. En tout cas, tout ce qu'il faut pour essayer de retrouver confiance en sa cheville. Je pense que j'ai bien réussi à prendre en charge cette cheville, on va dire. Parce que bah, suite à ça, j'ai pu reprendre le départ d'une course qui était un de mes objectifs secondaires, la Pika Pika. Grosse course de montagne dans les Pyrénées, donc un massif qui me tient bien à cœur.
110 km et 11 500 de dénive, donc un assez gros chantier. Donc là, ça met quand même le pied à rude épreuve, et donc je savais que ça allait être un bon test pour ma cheville. Et j'ai pris le départ sans strap, et en tout cas, au niveau de la cheville, ça s'est super bien passé. Donc ça m'a vraiment permis de reprendre confiance, en tout cas, en ma cheville. Par contre, j'ai quand même pas fini la course. Malheureusement, j'ai dû arrêter au 35e kilomètre. Je crois qu'on avait fait 3800 de dénive. Enfin, je dis malheureusement, mais en soi, je pense que j'ai fait le bon choix d'arrêter la course parce que je commençais à avoir des échauffements sous les pieds, et chose qui m'arrive jamais habituellement. Donc là, je comprends pas. On est à, on est à un mois du Tour quand je prends le départ de la Pika Pika. Tout mon corps est censé être adapté, mes pieds évidemment. Il m'arrive jamais ce genre de problème, et là je dois arrêter la course parce que gros échauffement sous les pieds. Quand je m'arrête sur la course, je vais voir directement les podologues de l'événement et ils me disent d'hydrater mes pieds tous les jours jusqu'au Tour jusqu'au Tour, et d'aller voir un pédicure pour qu'il s'occupe de mes pieds et qu'il me donne un avis supplémentaire. Donc chose que j'ai pas du tout hésité à faire parce que faut vraiment s'occuper de ce souci. Et a priori, mes pieds n'avaient pas forcément de problème, donc au début incompréhension, il s'en occupe et il me dit voilà, vous avez pas trop de cornes, tout ça, c'est bizarre que ça vous soit arrivé. Et puis chose qu'on regarde après, j'avais emmené mes chaussures avec moi pour lui montrer au cas où, et j'ai bien fait parce que en fait le problème il venait tout simplement de ça. Les chaussures avec lesquelles j'ai couru la Pika Pika, elles avaient des semelles toutes fines. Je les ai achetées sur le bon coin en voulant faire un bon geste pour le climat. J'ai pris des chaussures qui avaient peut-être 50 km seulement sur le bon coin, et en fait c'était pas les semelles d'origine. C'est la première fois que je les mettais et je pensais que c'était la semelle habituelle dans cette chaussure là. Moi je me suis dit bon voilà, c'est normal, mais en fait quand le pédicure il a vu cette semelle là, il m'a dit mais en fait regarde, il y a zéro stack sous ton talon, c'est complètement normal quoi, enfin il n'y a pas de mousse. Et du coup, très rassuré, suite à ça, j'ai refait du volume avec des Altra, avec leur semelle d'origine. Et pour l'instant, pas de problème. Donc, je croise les doigts. Tout devrait bien se passer. On est à 15 jours de l'événement. Euh, et pour l'instant, le volume passe bien. Et il n'y a plus d'échauffement au pied. Maintenant que j'ai des chaussures qui fonctionnent bien et des pieds qui fonctionnent bien, j'espère pouvoir finir ces 2 semaines convenablement, dont le thème est plutôt du repos, on va dire, hein. Faut pas se le cacher parce que je veux accumuler du sommeil avant la course, dormir convenablement, ne pas être trop fatigué. Maintenant tout est fait, hein, le volume il est derrière moi. Il faut pas que je me blesse, surtout ça. On prendre soin de moi, de ma tête et de mon corps, on va dire. Grâce à ce temps disponible gigantesque, on va dire, par rapport à d'habitude, ça va être aussi l'occasion de me plonger vraiment dans la course, de prendre le temps de regarder où ma stratégie de sommeil, ma stratégie de nutrition, hydratation, tout ça. Et du coup de plus prendre le temps de me plonger dans l'événement, on va dire. Ouais, tout simplement. Moi, j'avais jamais rêvé du Tour des Glaciers jusque-là. J'ai rêvé du Tour des Géants parce que c'est une course de renommée mondiale, on va dire, et ça m'a donné envie, enfin, ce que la course raconte. Et finalement, en appréciant le Tour des Géants et en rencontrant les gens des glaciers, je me suis rendu compte que les glaciers, en fait, c'était aussi une course qui était faite pour moi, qui me donnait envie, on va dire. Par contre, c'est pas une course qui s'aborde comme toutes les autres courses. Clairement pas comme on aborde le Tour des Géants parce que il y a quand même quelques différences pas anodines.
Bah, évidemment la distance parce que 450 bornes versus 330. Donc il y a 120 bornes de plus sur le affiché. Mais sachant que c'est pas les mêmes kilomètres, quoi. C'est des kilomètres plus engagés, plus en haute montagne. Donc il y a beaucoup plus de pas techniques, il y a des échelles sur le tort des glaciers et c'est non balisé. Donc ça c'est pas anodin non plus. Donc finalement sur les métriques, plus de distance, plus de dénivelé que le tort des géants, finalement c'est une course au-dessus. Et le fait de ne pas avoir de balisage, donc être en navigation à la montre ou au téléphone, ça ajoute aussi une autre dimension où il faut savoir connaître la montagne, savoir quand se poser la question, quand renoncer. Beaucoup ces gestions-là, quoi. Il suffit pas d'avoir terminé le Tour des Géants en moins de 130 heures pour être serein sur la manière d'aborder le Tour des Glaciers, ça c'est certain. Parce que avec cette nouvelle course vient de nouveaux challenges, quoi. Et c'est des choses auxquelles j'ai pas encore forcément fait face. Enfin, la navigation au GPS sur aussi longtemps, ça j'y ai pas fait face. Une aussi longue distance et aussi plus technique, avec moins de base de vie et moins de ravitaillement, ça implique d'avoir plus de matériel obligatoire sur soi, plus de matériel chaud, donc un plus gros litrage dans le dos, plus de poids, quoi. Donc finalement il suffit pas de courir juste à la même vitesse que le Tour des Géants plus longtemps, quoi. Il suffit aussi de réussir à encaisser une montagne, encaisser un terrain plus technique avec plus de poids sur soi. Donc en fait il y a tous les facteurs qui se mixent, quoi, qui font que ça va être plus difficile finalement. Il suffit pas de courir comme le Tour des Géants plus longtemps, quoi. Donc voilà, faut être plus entraîné. Et maintenant c'est l'heure du départ. C'est parti pour cette aventure qui sera physique, humaine, c'est sûr, et psychologique, ça c'est certain. Et du coup maintenant il n'y a plus qu'à partir affronter ce que cette belle montagne a à nous offrir. Départ du coup tranquille pour les coureurs, malgré toute la ferveur qu'il y a dans Courmayeur. Il y a plein de gens dans les rues de partout qui sont là pour fêter le départ des glaciers, alors qu'on est finalement peu de coureurs, on va dire, les géants sont pas encore là. Et malgré ça, en fait, tout le monde garde la tête froide et part doucement. Et ça fait plaisir. Donc on a le temps d'ailleurs, dès la première montée en sortant de Courmayeur, de discuter un peu entre nous, justement de parler de stratégie de course. Donc voilà un départ tranquille, et on rejoint ce premier ravitaillement à Elisabetta sans stress. On va dire tout se déroule comme prévu, même si je me laisse, je pense, quand même un peu trop emporter dans les descentes, dans les parties de faux plat. J'ai peut-être un peu trop d'avance sur ce que j'avais prévu, mais ça je m'en rends pas forcément compte. Cette nuit-là, moi j'avais prévu de dormir à la base. Je m'étais dit, même si c'est la première nuit, dormir 1h30, ce serait l'idéal. Donc en fait, à chaque refuge, j'avais un petit peu l'espoir de pouvoir dormir. Et finalement, c'est un refus à Elisabetta. C'est un refus aussi au refuge des Fayès. Et donc en fait là, la nuit est passée, j'arrive à la première difficulté, col de Planaval, avec une nuit blanche, plutôt que un petit peu de sommeil comme j'avais espéré. Ouais, par chance, j'arrive au col de Planaval au lever du soleil. Donc là, c'est sublime, on arrive au-dessus d'une mer de nuages. Et il y a les lumières rougeâtres qui sont magnifiques. Accompagne ce soleil aussi une ambiance très fraîche, quoi. J'ai les moufles, les gants et les moufles au-dessus, donc il fait vraiment très froid. Il y a d'ailleurs un glacier qui est pas trop loin sur notre droite. On est dans du chemin avec beaucoup de cailloux, un bon pierrier à la montée et aussi à la descente.
Donc une fois que j'ai fini de m'extasier devant ce lever de soleil, je descends dans les cailloux et après j'arrive sur ce névé où j'ai la chance de pouvoir trottiner. En tout cas, j'espère pouvoir trottiner encore assez longtemps comme ça. J'y vais parce que c'est un terrain que j'adore. Et je continue à descendre ce col jusqu'au village de Planaval où il y a un ravitaillement. Il a fait du bien ce premier ravitaillement parce que finalement la première nuit était pas aussi facile que ce que je pensais. Là je commençais vraiment à avoir besoin de sommeil et il y avait de quoi dormir. Bonne nuit, Julien. C'était plus dur que ce que je pensais parce qu'il y avait quand même vachement de bruit autour. Donc j'ai réussi à dormir 30 minutes mais en étant toujours un peu sur le qui-vive. Et une fois ça fait, c'était le moment de repartir pour une phase de 9 heures sans ravitaillement. Donc une grosse journée m'attendait. Ok, super. Bon, il n'y a plus qu'à. Grosse et longue journée. En tout cas, je l'ai ressenti comme très longue et très difficile. Et après ça, c'était déjà le moment de penser à la nuit qui allait arriver, à comment j'allais vraiment pouvoir dormir finalement cette fois. Parce que le but, c'était quand même de faire une vraie nuit de sommeil. Je voulais dormir 4h30. Et il fallait trouver le meilleur endroit pour faire ça. C'est fou comme dans la basse vie, on peut avoir du mal à s'endormir. Alors que sur le sentier, là je sais que si je me couche, je dors. Je dors direct. C'est la tentation, elle est quand même très souvent là. Là dans la journée, le nombre de fois où je me dis oh ça c'est un bon plan pour dormir cet endroit. Sachant qu'ils annonçaient de la pluie pour cette nuit, donc de la neige en altitude, il fallait trouver le bon endroit pour dormir pour pas se mettre en danger en fait, tout simplement pour la nuit. Donc en montant au refuge Betsy, ça m'a paru évident qu'en fait c'était là où il fallait dormir parce que la nuit tombait et peut-être qu'en dormant je pouvais éviter la pluie. J'arrive à Betsy, j'ai le temps de manger un petit bout et de dormir 4h30. Incroyable ce moment quand tu demandes à un bénévole quand tu peux dormir et on te dit oui et tu dis est-ce que je peux dormir 4h30 ? On te répond oui. Incroyable vraiment. 4h30 plus tard je me réveille, je mange et en fait la pluie elle s'est arrêtée. Donc là je me dis mais tout bénef, je repars dehors bien équipé et la nuit elle est calme, il n'y a pas un bruit. Je me dis mais c'est bon en fait j'ai fait le meilleur choix quoi. Je repars avec plein d'énergie. Et bon finalement plus on monte, plus en fait la neige arrive avec le vent. Et la météo devient compliquée. Après je me sens à ma place là dans mon élément. Et je prends du plaisir, je donne un peu de rythme. Et voilà, j'arrive proche du col. C'est assez difficile. Il y a tellement de blizzard que le vent il va sous mes lunettes. Et donc en fait je dois enlever mes lunettes pour finalement voir. C'est quand même vachement compliqué. Même le GPS capte presque plus. Donc c'est la première fois où d'ailleurs je fais une petite erreur de parcours et je dois revenir en arrière. Mais ça va, j'arrive à évoluer. À cet endroit-là, je croise un Slovaque, Peter il s'appelle, qui lui du coup était au bord de l'hypothermie en train de faire demi-tour parce qu'il trouvait plus le chemin du tout, au bord de la panique. Il avait les chaînes accrochées sous les chaussures, ça se voyait qu'il était pas dans son élément. Et pour le coup je le prends un peu sous mon aile, il était vraiment complètement paniqué. Et donc je reste avec lui, je cherche la trace et en fait on fait le chemin ensemble jusqu'au prochain refuge histoire qu'il soit en sécurité. Donc vraiment je prends le temps là parce que lui en fait il me dit qu'il a pas dormi du tout de la nuit. Donc en fait on est dans des gestions qui sont complètement différentes et c'est super cool qu'on puisse vivre ce moment ensemble finalement et qu'on puisse s'apporter l'un et l'autre des choses quoi. Et donc on arrive au refuge Benevolo, le refuge Chauvin, où lui du coup va faire sa première nuit. Et c'est là que je me dis que j'ai bien fait de dormir avant parce que moi c'est un moment que j'ai bien vécu. Même si on avait de la neige jusqu'aux genoux par endroits, ça s'est bien passé en tout cas dans ma tête. Donc une nuit, moi que j'ai adoré. Et même si dès que la nuit passe, je reconnecte un peu avec mes sensations qui sont pas toujours là. J'ai l'estomac qui va pas aussi bien que je voudrais, j'arrive pas à manger ce que je veux. Ça bloque,
je sais pas trop pourquoi. Et puis même au niveau de la course à pied, réellement, je peux pas vraiment me faire plaisir. Je dois marcher sur beaucoup de portions. Et ça, c'est compliqué parce que je m'étais pas préparé à ça. Je m'étais préparé à aller lentement, mais être forcé à marcher très souvent, je l'avais pas autant anticipé. Mais bon, malgré tout, cette journée, je me raccroche à sa beauté, on va dire, parce que je sais que le soir, il y a le Grand Néron. C'est un passage technique que j'attends depuis longtemps, que j'ai vécu déjà au travers des caméras. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. Et puis de voir les lueurs du jour. Les montagnes, elles sont si belles par là. Et voilà quoi. Petit bouillon, légumes. Là, il y a de tout. Bon, il faut un jus pressé, même, de roche sanguine. Il se moque pas de nous. Ça passe bien, franchement, d'avoir des trucs un peu naturels comme ça, ça a tellement de valeur. On trouve bien. Ça va. Très bien. Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée. Merci. Ciao. Bon, les sensations sont globalement difficiles. J'ai l'impression de ne pas évoluer vite, mais je sens que plus je me rapproche du Néron, donc ce passage qui m'a pas mal fait rêver, plus je m'en approche, plus les sensations sont bonnes, quoi. Et je sais que la journée elle est magnifique, le temps est sec, et quoi de mieux pour vraiment profiter de ce moment. Et du coup, je crois que je me déconnecte complètement des sensations de mon corps et je suis dans ma tête, et je redeviens super positif quoi, à l'approche du col. Et voilà quoi, m'y voilà. Je sens que je suis à ma place. J'ai vu des chamois juste avant, je me dis voilà quoi, je fais aussi partie de la montagne à ce moment-là et je suis content de vivre cette aventure. J'arrive en haut du col, je prends le temps de profiter, de m'extasier un petit peu avant d'entamer la redescente, dont on m'a tant parlé. La descente c'est une via ferrata, donc au début main courante, et après une échelle qui plonge tout droit dans le vide, une échelle de 15 mètres, où en réalité on n'a pas le droit à l'erreur quoi. Donc heureusement la météo est top, et moi c'est un passage que j'adore, donc il faut être. Quand on est montagnard, on va dire que c'est une partie qui peut nous plaire, mais il faut pas avoir le vertige quoi. Et franchement moi je déconnecte complètement de la course quoi. Je suis là pour prendre du plaisir à ce moment-là, et je prends du plaisir à descendre cette partie. Bon, à ce moment-là, après le col, les sensations étaient au max, et les émotions étaient très hautes. Et évidemment, plus les sensations sont hautes, plus la chute est forte aussi. Je me rendais pas compte du tout à quel point je pouvais tomber de haut, et je crois que j'étais pas du tout prêt à ce qui pouvait m'arriver. Julien, ça a coupé. Là, il y a Julien qui vient d'appeler, ça va pas du tout. Il est proche de l'intersection entre l'endroit où il peut soit descendre pour arrêter, soit il peut monter au col Lauzon et continuer. Bon là, l'appel coupe avec Léa, il n'y a plus de réseau, et les derniers mots qu'elle m'a dit c'est accroche un groupe et continue. Et coup de chance, il y a 2 personnes qui arrivent derrière moi. Je me range derrière eux, je fais pas de bruit, je leur dis vous inquiétez pas, je vous suis, je peux pas vous embêter, mais j'ai besoin d'être avec vous pour continuer. Et c'est ce que je fais, tout du moins jusqu'à arriver au prochain croisement, parce que là on rejoint la route du Thor des Géants, et donc je peux soit aller à gauche, c'est-à-dire rebrousser le chemin, redescendre dans la vallée et abandonner, soit prendre sur la droite, prendre le col Lauzon, embrasser la difficulté et repartir pour bien une journée de course quoi. Du coup là je sais pas ce que je dois faire, donc il s'assure que je suis en sécurité, il me laisse, et là je m'assois et je réfléchis. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête en fait? Et là, il y a son petit point jaune qui est genre arrêté à l'intersection quoi. Donc j'imagine qu'il doit hésiter et il repointe au même endroit. Ça
va pas. Je prends le temps de réfléchir et Il est monté. je décide de continuer. Je décide de continuer, je mets mes habits, je prends le temps, je mets la frontale, je m'équipe comme il faut, je sais que ça va être dur, mais c'est reparti quoi. À ce moment-là, ce qui me poussait à abandonner, c'est une multitude de choses. L'estomac, ça allait pas. Je pouvais rien manger, en tout cas j'assimilais rien. Je manquais de sommeil. J'étais essoufflé, mais incroyablement fort. Et en fait tout ça s'est confirmé dans la montée du col, quoi. Au début, j'arrivais à avancer convenablement, mais en fait j'ai dû m'arrêter pour faire une micro-sieste. J'ai vu des lampes frontales en bas, j'ai attendu qu'elles me rejoignent pour continuer. Mais finalement, une fois que les jambes sont passées devant, j'étais incapable de les suivre. Donc en fait, obligé de continuer tout seul. Putain. Je suis en train de monter le col du Lauson. Il me reste 300 mètres de dénive. Et c'est insurmontable. Pas d'énergie, j'ai envie de dormir. Je me suis forcé à manger et à boire. Du coup, j'ai envie de vomir. Mais j'ai toujours pas plus d'énergie. J'ai fait des genres de petites siestes sur le côté aussi. Enfin, je me posais comme ça, puis les mains dans les genoux. Mais après, en fait, je vais avoir froid. Le but, c'est d'aller au refuge qui est derrière. Mais là, franchement, j'ai pas envie. Je préférerais redescendre dans la vallée que de finir le col d'Ozon, quoi, toujours. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, hein. Je sais pas pourquoi je monte. À ce moment-là, l'abandon, il est encore dans ma tête. Aussi parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ma course. Ça fait que 2 jours et demi que je suis dehors. Mais en fait, j'ai déjà trouvé... En tout cas, je pense avoir déjà trouvé tout ce que je suis venu chercher. J'ai trouvé la montagne, les émotions, le dépassement de soi. Les raisons pour lesquelles j'étais là, en fait, j'ai l'impression que tout est déjà rempli. Donc j'ai du mal à trouver de la motivation. Mais c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, c'est pas une course que je vis seul. Donc, et là, je suis tellement content d'avoir eu mon assistance qui est là pour me motiver, et aussi les autres concurrents. Et c'est incroyable la motivation qu'on arrive à se communiquer les uns et les autres. Je me rendais pas compte que en fait, derrière, les émotions elles pourraient être que plus fortes, et que plus la course dure, plus tout s'est intensifié, quoi. Ce col d'Ozon, il n'y a que 500 mètres de dénivelé supplémentaire à faire depuis l'endroit où on le rejoint, mais ça monte à 3300 mètres. Et donc avec la fatigue de la course, c'est incroyable comment ça pousse le corps. Et je fais des pauses tout le temps. Au début, tous les virages, je me dis je fais une pause pour reprendre mes esprits. Après, en fait, je fais ça tous les 10 mètres. Et en fait, tous les 10 mètres, c'est encore trop. Et du coup, je fais une pause tous les 10 pas à la montée. Et tous les 10 pas, je halète comme mon chien. C'est incroyable. Je suis en difficulté extrême. Mais je prends mon temps et puis ça se fait petit à petit. Et puis j'arrive à ce col. Et donc enfin c'est fait, et je sais que le prochain endroit où je verrai l'assistance, coup de chance, c'est au refuge Sheila. Donc là il y a une descente où je suis incapable de trottiner, je marche et c'est déjà mieux que d'être dans la difficulté à monter. Et j'espère juste qu'en fait ça va revenir, parce que là c'est super dur, quoi. Je suis dans une autre course d'un coup. Mais voilà, petit à petit, j'arrive au refuge Sheila, et j'ai bien fait d'écouter Léa, parce que, une étape de plus. 1 minute, le temps que je réfléchisse. Oui, tu veux t'asseoir par là? Faudrait que j'aille vomir de préférence. J'ai jamais fait ça en fait. Si je veux continuer à avancer, faut que je commence par résoudre mes problèmes. Première chose, réussir à manger. Et malheureusement, pour que ça puisse re-rentrer, il faut que ça commence par sortir. Donc je me force à vomir, dans l'espoir que ça aille mieux par la suite. Et deuxième chose, avoir plus d'énergie, donc c'est-à-dire dormir. Et je pars pour 2h30, 3 heures de sieste.
j'ai la chance à mon réveil de pouvoir manger. Donc ça, vraiment, ça a été utile de vomir et je suis vraiment content de ça parce que c'était une épreuve. Deuxième chose, j'ai aussi la chance de croiser un copain sur la course Hubert, donc un autre concurrent avec qui j'aurai la chance de pouvoir repartir après. Et troisième point super positif, je fais aussi la rencontre d'Emmanuel, un autre coureur qui est sur la course, qui est adorable et qui participe aussi énormément à me remotiver. Il me partage un mot de sa compagne. En fait, sa femme, elle lui a fait des tonnes de mots sur la course qu'il garde cachés, en fait, qui révèle au fur et à mesure et qu'il lit pour se motiver. Du coup, il en prend un au hasard qu'il m'offre. Tu es plus fort que tes jambes, plus résistant que ta fatigue, plus grand que tes peurs. Et ça me remotive trop, quoi. C'est tellement touchant qu'il m'offre ça et ouais, bien sûr, ça me donne envie de repartir et de tout niaquer, en tout cas jusqu'à la prochaine étape, on va dire. Ma femme me faisait des papillons tout le temps et j'ai des papillons, alors j'en ai toujours un. Et là, mon papillon du moment, c'est ça, elle m'a brodé un bracelet argentin en forme de papillon. Voilà, toujours. Un petit moment comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je Bah si, c'est là parce que ça te permet de, quand ton cœur il bat plus vite, ça te permet de ressentir ton âme. On repart du refuge Sheila avec Hubert et Liu. Ils me préviennent qu'au début ils partent très lentement, mais clairement le rythme est déjà presque trop élevé pour moi. Mais j'arrive à les suivre et finalement on fait un bon petit groupe pour la montée au col. Et juste derrière nous au col nous rejoignent les deux gars avec qui j'avais marché avant le col d'Ozon, juste avant de réfléchir à mon abandon. Et ils sont trop contents de me retrouver et moi aussi quoi. On se prend dans les bras, on prend une photo parce qu'on ne sait pas si on va se revoir. Là gros moment d'émotion quoi, au lever de soleil. Et c'est un moment super fort quoi. Je suis tellement content d'être là et je me sens à ma place. Tout ça, comme prévu en fait, les émotions sont de plus en plus fortes. Et une fois que les esprits sont repris, c'est la descente jusqu'à la base vide, donc jusqu'à Cogne. Et voilà, nous y voilà. Ouais, PIP. J'ai un petit bout de peau qui ressort. On dirait une couille. Après un premier ultra, ça fait du bien d'arriver à sa première base vie. C'est l'opportunité de pouvoir manger, se doucher, se changer et se faire masser et strapper. Et là vraiment ça fait du bien d'avoir ce confort là. Et grâce à tout ça, j'ai la possibilité de partir dans une nouvelle course quoi. Je suis tout neuf et je pense plus à l'abandon. La journée qui suit Cogne, elle est magnifique. Franchement, on est dans une vallée qui est splendide, une montagne sauvage. Et franchement, c'est trop beau. J'ai la possibilité de manger une bonne tartiflette dans un refuge. C'est un régal. On prend le temps, entre guillemets, avec Hubert, mais on a toujours la montre en visu. Mais franchement, on fait pas d'erreur de parcours et tout se passe bien. On retrouve le Thor des géants à la fenêtre de Champorcher. Et franchement, quel plaisir de retrouver cette trace-là. L'année dernière, j'étais passé de nuit et là, c'est extra de pouvoir découvrir ce paysage magnifique. Et voilà, une journée qui se passe bien, on va dire, en tout cas pour celle-ci. Du coup, on vient de voir Julien à Dondéna, dans un super état d'esprit, beaucoup mieux qu'hier, beaucoup plus enthousiaste, qui a hâte de la suite, qui est content du rythme qu'il a.
Donc c'est trop cool, ça fait plaisir. Ça nous fait du bien aussi au moral pour l'accompagner pour la suite. Et puis on a hâte d'aller jusqu'au même. Bah finalement, quand on y pense, il y a plein de petites péripéties en fait. Ce soir, c'est sûr que le plan c'est pas de dormir à la base vie, ça c'est beaucoup trop loin. Le plan c'est de dormir ce soir, évidemment. Par contre, il faut juste que j'ai en tête mes sensations, mon estomac et tout ça pour savoir combien je peux m'autoriser à dormir quand même, parce que on a croisé un gars tout à l'heure au... je sais plus comment il s'appelle, le refuge. Il nous a dit que l'année dernière il était sur les mêmes temps et il a dormi 2 heures dans le refuge qui va arriver là. Et il est arrivé 2 heures en retard à la barrière horaire. Alors qu'on était ensemble juste avant. Donc c'est bon, c'est dire, si je dors, j'ai pas la barrière horaire. Après cette super journée, du coup, arrivait une nuit bien plus difficile. Parce que dans les étapes à venir, il y avait le col de l'Africola, qui est finalement réputé pour être très difficile, sauf que moi je voyais ma course un peu au jour le jour et j'avais complètement oublié cette info. Donc j'avais sous-estimé ça et du coup j'avais peut-être sous-estimé la barrière horaire suivante. Et quand j'arrive en bas de ce col et que je vois 8 heures pour le monter en randonnée, alors que pour moi ça aurait mis 4 ou 5 heures, je me dis que vraiment la barrière horaire derrière ça va pas passer. Donc à ce moment-là je mets mes écouteurs, un peu la tête dans le guidon, je mets mes œillères, je mets la musique à fond et je me mets dans ma bulle. Et après tout c'est quand même un col qui est très alpin, donc je sais que je peux l'apprécier si je m'y mets vraiment. Donc je me mets dans ma bulle et je vais à fond la caisse. J'ai l'impression de faire un fractionné en montée. Et finalement il passe bien à la montée, je le monte beaucoup plus vite que prévu. Mais sur la barrière horaire suivante, je suis quand même vraiment très léger, quoi. Là, je suis en train de me taper un KV, pas à bloc, mais bien appuyé. L'intérêt, c'est qu'en fait, si je vais assez vite, j'aurai 2 dos en plus. Et j'aimerais bien faire 2 dos. Après ce col-là, j'avais prévu de dormir au dortoir Rétempio. Donc une petite montée avant qui est beaucoup plus raide que ce que j'avais imaginé, des énormes marches. Finalement c'est quand même un calvaire parce qu'au milieu de la nuit, tout seul, après m'être donné énormément dans le col, j'avais pas anticipé de devoir quand même encore me donner pour monter au dortoir. Donc un peu surpris par ça. Et deuxième surprise, c'est que j'arrive au dortoir et en fait tous les lits sont pris. Pour moi c'était un refuge cet endroit, mais en fait pas du tout. C'est une grande pièce dans laquelle il y a 8 lits et juste à côté la table. Donc en fait j'arrive là, tout le monde dort, donc je peux pas dormir et en fait il faut vraiment pas faire de bruit, enfin je veux pas faire de bruit pour réveiller les autres, donc je me sens vraiment pas bien quoi. Je peux pas me mettre à l'aise, prendre le temps pour manger et tout ça. La dame du refuge me dit dormez sur la table, la tête dans vos mains, et puis si un lit se libère, vous le prendrez. Donc voilà, je dors 10 minutes et en fait je me dis que ça va vraiment être très compliqué la suite pour la prochaine barrière horaire, parce que si j'ai pas de sommeil non plus, enfin là je suis déjà en dette, j'avais vraiment prévu de dormir là, mais en fait vu que tout est plus dur que prévu, je sais pas comment je vais faire quoi. Mais pas le choix, il faut repartir de Rétempio avec juste 20 minutes de sommeil pour toute la nuit et repartir de nuit tout seul, et là ça va être dur quoi d'avoir la barrière. La descente elle est longue, je sais qu'elle est longue, mais en fait je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire. Je sais que depuis le début je peux pas courir dans les descentes, donc en fait finalement je vais peut-être pas réussir à rattraper mon temps, donc je savais que j'allais pas être rapide à descendre, mais en même temps si la descente est comme ça, c'est bien la 4e montée qu'il y a. J'ai l'impression qu'on va jamais arriver à Donnas.
et en fait à chaque fois j'ai l'impression qu'elle m'éloigne encore plus de la barrière. Donc là je me dis en fait il faut se mettre, il faut tout donner quoi, et essayer de retrottiner, se mettre en danger quoi. Donc j'essaye, je cherche quelle serait la meilleure technique pour réussir à trottiner, comment poser mes bâtons pour décharger mon genou et en fait retester quoi. Et j'arrive à trouver un rythme de petits trot, c'est pas de la course à pied mais de petits trot qui fait que la descente est un peu plus efficace que si je marchais. Et la douleur a pas l'air de croître énormément. Elle est là, mais malgré ce petit trot, elle n'augmente pas indéfiniment. Donc ça c'est cool et je me bats jusqu'au bout. Jusqu'à au moins arriver dans le plat avant Denasse, parce que là il y a quelques kilomètres de plat avant d'arriver à la basse vie. Et c'est quand j'arrive sur le plat que là je me rends compte qu'en fait ça va passer. J'aurai pas l'opportunité de dormir évidemment, je suis pas assez en avance, mais par contre je peux courir. Et là quelle joie de pouvoir courir, et en plus les gens d'Ordonas ils savent que le Tour arrive. Et il y a cette école où du coup les gens sont. Les enfants sont dans la cour de récré et tendent leurs mains pour qu'on leur tape dans les mains. Moi je suis tellement content de passer devant eux en leur tapant dans les mains en courant. Et là ça fait du bien. Vraiment c'est une course complètement différente. Je sais que ça va pas durer indéfiniment cette course et que derrière je vais remarcher, mais je suis tellement content d'arriver à la basse vie dans ces conditions. Et donc c'est le moment de reprendre un peu le temps pour moi et de reprendre mes esprits, on va dire. Ça fait du bien de rien faire. Le temps à la basse vie il passe super vite. Malheureusement la barrière horaire c'est à la sortie, donc en fait finalement mon temps sur place il est compté. J'ai suffisamment de temps pour faire ce que je veux, c'est-à-dire prendre ma douche, manger, voir les kinés, soigner mes problèmes d'épaule, de friction avec le sac, remettre tout ce que j'ai, remettre à manger dans le sac pour la prochaine étape, de l'eau et tout ça. Mais ouais, il faut quand même vite repartir. Et au moment de repartir, c'est super cool parce que je retrouve les deux gars que j'avais croisés avant Lauzon et que j'ai recroisés au dernier col, qui ont quand même joué un rôle sur le fait que je continue la course. Du coup, ces deux gars sont des Italiens, ils s'appellent Elio et Luca. Et je suis trop content parce qu'ils viennent me proposer de continuer la course avec eux et de partir de la basse vie en même temps qu'eux. Et donc encore une fois, c'est une course différente qui part. Je m'intègre au groupe et voilà quoi, c'est reparti pour la prochaine étape. Je sais que les parties qui arrivent, je les adore. Il y a notamment Perloz, ce petit village typique italien qui vit vraiment pour la course, quoi. Il y a plein de fanions et tout, c'est adorable, quoi. Vraiment, ils sont là pour l'événement. Vraiment, ça fait super plaisir. Après, il y a Coda et ses crêtes que j'ai tellement envie de passer depuis un bout de temps. Et en fait, toutes les parties qui arrivent, je sais que je vais les apprécier et ça me fait plaisir, en plus de les passer avec ce groupe. Donc voilà, en fait, on avance quand même doucement, mais quand même régulièrement. Et quand on arrive à Coda, d'ailleurs, on rejoint le Tour des Géants qui... Enfin, c'est à ce moment-là que je me rends compte que vraiment on est dans une course différente. Finalement, à ce moment-là, on double des gens du Tour des Géants qui sont dans un état... catastrophique on va dire, mais finalement nous aussi c'est difficile pour tout le monde, et en fait on est ensemble là, on est un groupe de 4 à ce moment là, on est une vraie locomotive quoi. On avance à notre rythme mais on avance bien quoi. On passe Niel, un endroit où il y a pas mal d'ambiance, c'est super, et en plus la météo est extra, franchement à ce moment là on n'a pas à se plaindre.
la montagne est trop belle, l'ambiance est là dans les ravitaillements. Bon, j'adore. Vous arrivez en gare de Torino. Et au summum de tout ça, après, il y a même Arnaud, quoi, que je croise. Ciao, ciao. Ah, ça fait plaisir. Ça va? Et toi? Arnaud, c'est un copain qui habite par chez moi. Et du coup, il m'avait pas dit qu'il viendrait à la course. Et quel plaisir de le voir, franchement. Je suis vraiment fatigué. Et du coup, les émotions sont décuplées. Et je crois que je pleure quand je le retrouve. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je le retrouve avant Gressonnet. Voilà, il fait quelques mètres avec moi, il m'encourage et tout, et ça fait super plaisir. C'est là que je me rends compte vraiment, la course, je la fais pas tout seul, quoi. Il y a plein de gens qui me suivent et tout, et franchement, ça m'aide. Parce que dans les moments... évidemment, quand tout va bien, c'est facile, mais dans les downs comme je le disais, ils sont vraiment très bas. Et donc là, merci Arnaud aussi d'avoir été là, quoi. Et ça va faire du bien quand même de soulager le poids des genoux un tout petit peu là. Gressonnet, c'est la 3e et dernière base vie. Donc j'arrive avec un petit peu d'avance, mais pas trop. Ça me permet de faire tous les changements qu'il faut. Mais c'est déjà vite l'heure de repartir et d'attaquer le dernier ultra. Donc il reste 160 bornes, je crois. Problème, c'est que je sors de Gressonnet, c'est la tombée de la nuit. Et donc affronter les nuits tout seul, c'est quand même bien difficile. Donc je regarde le GPS et je vois que les 3 Italiens, en fait, ils sont devant moi. Ils ont pris moins de temps de repos à la base vie et partis devant. Donc je me mets minable là pour réussir à les rattraper. Je monte dans les tours, mais je sais que si j'arrive à les rattraper, en fait, tout ira mieux derrière. Et je me reposerai. Et quelle joie de les retrouver. Parce que je les retrouve au bout de, 3-4 km après Gressonnet. Et on fait la montée ensemble jusqu'au prochain refuge. Le refuge Seaton. Où là, quand même, on sent qu'on est quand même tous marqués et qu'on manque de sommeil, quoi. Elio devant moi, il titube. Et moi derrière lui, je fais pareil. On avance super lentement et on a envie de dormir sur place, quoi. Et là, il faut vraiment se mettre misère pour réussir à avancer. Donc il n'y a pas de choix. De toute façon, à Seaton, c'est là où il faut qu'on dorme. On y arrive en début de nuit, ou non, plein milieu de la nuit même. Et donc, il faut y aller dormir. On repart pour les prochains cols. Et là c'est difficile parce que il fait bien nuit, on se rend pas du tout compte de la montagne qui est autour de nous, on est dans du caillou et le mec qui est devant, il essaye de faire la trace et ceux qui est derrière, du coup ils comptent sur lui. On est content de pouvoir compter l'un sur l'autre comme une cordée. Après refuge d'Ifraché, on monte au col de la Cime Blanche dans une vallée magnifique, super sauvage et on arrive au col de la Cime Blanche et là on rebascule dans la vallée de Cervinia. En tout cas, on voit le Cervin en face de nous. Et en fait, on arrive direct en plein sur les pistes. Donc,
on passe du côté super sauvage aux pistes et en fait là je suis dans un entre-deux, je sais pas trop si je me sens bien ou pas en fait. Je me demande quelle est ma place parce que il y a une magnifique montagne en face de moi, gigantesque, et entre elle et moi des pistes de cailloux quoi, en été tout rasé par l'homme et modifié. Et je me sens un peu mal, je crois, d'être là parce que au final, je fais aussi partie des consommateurs sur le moment-là. Et ça me fait me poser plein de questions, mais voilà. Je sais pas si je suis censé trouver ça beau ou triste en fait. On a les deux. En m'arrêtant à Peruka, je recroise le copain Emmanuel qui m'avait passé un mot de motivation plus tôt, et là cette fois-ci c'est lui qui était dans le dur. Et je suis bien contente d'essayer de lui apporter une parole réconfortante pour le motiver. Il repart un petit peu devant moi, mais il a pas trop d'énergie et j'ai hâte vraiment de le repasser pour le motiver. Donc vraiment les cafés à Peruka ils sont rapides et je repars avec une motivation, c'est réussir à le rattraper pour l'aider un peu. J'arrive rapidement au col suivant et je rattrape du coup Emmanuel en haut de ce col là. Et à ce moment-là, je lui passe devant pour entamer la descente de Praraillé, qui est une descente sur le papier très technique, dans un pierrier au début petits éboulis et après grandes pierres. Moi, franchement, c'est mon terrain de jeu, j'adore et je suis trop content d'être là. Donc, je peux trottiner, enfin, un petit trot glissé, on va dire, dans la descente et j'en profite. Je pense même d'ailleurs que je me donne trop mais bon, j'ai pas envie d'y penser sur le moment, je suis là pour vivre des émotions aussi, et là je me sens connecté avec l'environnement quoi. Mais voilà, j'évolue vite, et finalement je me retrouve plus tôt que prévu à la barrière horaire suivante à Place Moulin. Enfin plus tôt que prévu, avec moins de retard que prévu on va dire, parce que ça me laisse l'opportunité de faire une petite sieste à cette base vie avant de repartir, et ça franchement ça fait du bien au milieu de la nuit. Tout d'un coup, pendant ma sieste, j'ai une douleur au genou super aiguë qui arrive. Donc là, j'ai envie de crier. D'un coup, je suis crispé, j'ai tout qui se contracte et je sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, je crois que je me dis, j'ai dû me donner trop avant. Et ça laisse pas forcément présager trop de bonnes choses pour la suite. Et du coup, quand je pars de Place Moulin, je sais pas trop ce qui va m'attendre. Je sais qu'il reste une dernière barrière horaire à passer. Et si le genou va comme ça peut être très compliqué. Donc je repars, je sais pas trop comment en fait. Je repars en essayant de positiver, mais en me posant beaucoup de questions quand même sur comment mon corps va suivre. Et voilà. Ce qui reste derrière, c'est une montée, du coup jusqu'à le refuge de Crête Sèche. Et petit à petit, ça se fait quoi. Il y a des personnes qui m'avaient dit que ce serait très long, et finalement, en fait, je comprends que c'est très long parce qu'il y a quand même des parties un peu techniques avec des mains courantes. Et heureusement, c'est les parties où justement j'arrive à rattraper du temps. Et finalement, grâce à ça, j'arrive plus tôt que prévu à ce refuge des Crêtes Sèches, et où j'ai l'opportunité de dormir un peu plus cette fois-ci.
où je me permets de faire 1h30 de sommeil, parce que là je suis vraiment en avance sur les barrières. Tout peut vraiment vite partir en cacahuète. En arrivant au refuge avant de dormir, il y avait pas mal de monde, et clairement je m'attendais pas du tout à ce qu'à mon réveil, il y ait vraiment plus personne. Je me réveille de la sieste en panique, en me disant mais comment ça se fait qu'il n'y a plus personne dans le refuge? Et en fait je crois que je suis en dehors de la course. Je me demande d'ailleurs si on n'est pas le lendemain, si on n'a pas juste oublié. Et là, il n'y a plus personne dans le refuge. La dame me dit ça passe le plus rapide, mais... Enfin, elle me dit c'est 8h, 7, 8h. Le plus rapide, mais 6h. Il est 7h du matin. 7 plus 7, 14. Et la barrière horaire à champignons, c'est 15h30. Ça fait 1h30 de rab. Si je mets 7h. Mais quand elle me dit 6h en temps maximum, je pense pas que... Enfin, du coup, je pense que c'est 6h un mec qui est sans sac et tout, quoi. En pic de forme. J'espère que je peux être 9h, quoi. Parce que 9h, sachant qu'il est 7h, ça fait 16h. Bon, allez. Je fais de la musique. Et puis, on va attaquer le caillou, là. Allez, le Mont Gelé. On va s'amuser. Donc je fais la montée à bloc jusqu'au prochain col. Je vois personne. Oh, super. Je suis en retard. Et mon GPS marche pas. Bon. Allez, hein. Vamos, vamos. Ça va pas m'échapper tout ça, putain. Il y a toujours personne. Voilà, je viens d'arriver en haut de Mont Gelé, col du Mont Gelé. Il est 8h09. Depuis 1h et 9 minutes depuis le refuge des crêtes flèches, et j'ai doublé un gars qui était en sale état. Donc est-ce que... Arrivé en haut du col, je croise un gars, et là heureusement, je me dis... Enfin, et là ça me fait du bien, on va dire surtout. En fait, je me dis que bah peut-être que c'est possible, et j'appelle Léa en haut, et elle me dit que en fait c'est toujours jouable. Il y a des gens là-bas, il y a des gens. Moi, vraiment, j'étais pris de panique, quoi. J'ai fait la montée 2 fois plus vite que les autres. Je suis monté en 1 heure, alors que je crois que la plupart des gens, ils montent en 2 heures. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, ok, reconnecte avec la réalité. C'est bon, quoi. Tu auras sûrement la prochaine barrière horaire, c'est pas encore sûr. Mais du coup, continue à te donner. Et là, j'arrête de paniquer un peu. Je reprends le contrôle. J'arrive à un endroit, c'est glacier d'un côté, glacier de l'autre. Une moraine, donc on va dire des grosses dalles de pierre en face de moi. Et ça aussi, ça me fait du bien. Je sais que c'est là où en fait je vais aussi pouvoir rattraper du temps. Et je vois 4 coureurs devant moi dans la descente. Et donc les choses commencent à se remettre en place dans ma tête, et je me rends compte que en fait je suis toujours dans la course. J'ai un peu du mal à reconnecter avec la réalité, mais ça se fait petit à petit. Et voilà, j'avance, je vois que les gens ont du mal, et moi je suis... Bah voilà, encore une fois, je suis dans un endroit où je connecte énormément avec l'endroit dans lequel je suis, j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup, cette descente du Mont Gelé, moi je l'apprécie énormément. Je reviens dans la course, et en fait je retrouve de l'énergie. En tout cas, je retrouve suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au prochain refuge, qui est refuge Champillon. Avant le refuge, il y a d'ailleurs plusieurs kilomètres de plat où je me mets mal, mais j'arrive à courir. Je n'ai pas là pour faire que des coquillettes, ni pour être ici. Et en fait, bah, j'ai envie de courir, quoi. J'ai envie de courir pour arriver un petit peu avant la barrière horaire, pour me permettre de me reposer un petit peu avant cette barrière.
de retrouver des gens, de peut-être dormir. Et voilà, grâce à ça, j'arrive suffisamment avant la barrière et en fait, ouais, là c'est le moment où en fait c'est fait et en fait j'ai presque envie de crier victoire parce qu'en fait c'est le moment où en fait j'ai accès à la dernière partie de la course et c'est une autre chose qui commencera, qui sait. Donc là c'est le moment d'arriver et déjà de savourer cet endroit, quoi. Une fois Champillon passé, il n'y a plus de barrière horaire. Donc c'est une nouvelle course qui démarre finalement. Parce qu'il suffit plus que de relier l'arrivée, on va dire. Et donc il faut prendre son temps, réussir à passer quand même ces derniers kilomètres qui sont pas si évidents. Mais vraiment, je suis là pour beaucoup plus profiter de l'instant présent, apprécier la fin de course. Et prendre mon temps en gérant. Mais ça, par contre, c'est un régal. Quand on a encore le Et voilà, la nuit passe et jusqu'au lever de soleil même, où on a un magnifique dernier lever de soleil sur le col de Malatra. Je prends du temps avec Chi, un ami que je me suis fait sur la course. Je crois qu'on prend 45 minutes au col de Malatra pour attendre que le soleil se lève. Et là, c'est un moment vraiment suspendu dans le temps. Tous les 10 mètres dans la montée, on s'arrête, mais cette fois-ci, pas parce que c'est dur, juste parce qu'on a envie de faire une pause, de s'arrêter, de se retourner, et on se dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que c'est calme, et qu'est-ce qu'on est content d'être là. » Et puis voilà, on partage, c'est un moment super fort. Et c'est vrai que plus tôt dans la course, je me demandais pourquoi continuer. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu des moments super forts et d'avoir déjà tout vécu. Et en fait, c'est typiquement le genre de moment où jamais j'aurais pu imaginer l'intensité de ces moments-là si je m'étais pas battu, quoi. Et donc là, c'est un moment tellement fort. Donc, trop content. Et Malatra, c'est un signe d'arriver aussi parce que quand on arrive là, on est proche. Voilà, donc il n'y a plus qu'à finir, quoi. On part de Malatra avec Chi, on a bien pris le temps et là, on a envie d'une chose, continuer à profiter et relier l'arrivée, se faire plaisir. Lui, il a moins de douleur que moi, donc il arrive à trottiner convenablement. Et moi, je suis tellement content de rien que d'essayer de courir à ses côtés. Et donc, c'est ce que je fais. Je me fais emporter petit à petit et j'ai envie juste d'ignorer tout et de continuer à courir parce que, en fait, à ce moment-là, la douleur, elle n'importe plus. En fait, je sais que tout à l'heure, la course sera finie et c'est enfin le moment de lâcher les chevaux. Ça fait 7 jours que je pense au fait de devoir m'économiser parce que il faut courir, il faut rester sur la course. Et là, je me dis, dans tous les cas, j'arriverai. Donc, quelle joie incroyable d'avec lui pouvoir continuer et de bombarder. En fait, je me fais emporter petit à petit et de plus en plus, je prends du plaisir. De plus en plus, je sens la douleur, mais en fait, il y a tellement d'émotions qui fait qu'on oublie tout. Et la dernière descente qui est quand même assez technique, mais je bombarde comme un fou. Je dépasse les gens du tordé géant, je suis un vrai cabri. Et je prends des risques d'ailleurs inconsidérés, mais vraiment je me laisse emporter et je suis dans un plaisir maximal à ce moment-là. C'est bon, j'arrive dans Courmayeur. C'est le matin, je sais que tout à l'heure ce sera fini et là je suis tellement content d'être là.
toutes les émotions sont décuplées. L'année dernière, j'étais là à finir aussi en me donnant à fond. Et en fait, quand j'avais terminé la course, je me projetais presque déjà sur le Thor des Glaciers. Mais sans imaginer qu'en fait, ce serait faisable. Et en fait, là, en arrivant à Courmayeur, je réalise de l'énorme truc que c'est, quoi. Moi qui, il y a quelques temps, était blessé, moi qui, il y a quelques temps, courais des courses beaucoup plus courtes, et finalement, en fait, le chemin s'est fait, quoi. Et en arrivant là, on se voit, enfin, en tout cas, je me vois un peu comme le résultat de tout ce qui a été fait. Et finalement, c'est incroyable de sentir que en fait, j'en ai été capable. De me sentir de l'autre côté de la barrière alors que je les mettais sur un piédestal, en fait, ces gens des glaciers. Et en fait, c'est inimaginable jusqu'où en fait on peut emmener le corps alors qu'on n'en a aucune idée au début. En tout cas, ça me paraît surhumain. Et j'aurais pas cru que j'aurais résisté, quoi. Mais en fait, voilà, j'arrive dans Courmayeur et les gens sont là dans la rue pour nous féliciter, nous applaudir. Et ça fait tellement monter les émotions, c'est incroyable. Du coup, à ce moment-là, je réduis un petit peu parce que j'ai envie de profiter de l'instant quand même. Et je trottine dans les rues de Courmayeur en étant content d'être là, en ayant content finalement de la course que j'ai fait, de comment je me suis battu et finalement de comment j'ai profité aussi de tout ce que j'ai réussi, de tout ce que j'ai gagné. Et voilà, je me dirige vers cette arrivée et j'ai pas envie de m'écrouler quand j'arrive. Je suis juste tellement content, tellement fier de tout ce que j'ai accompli, tout ce qu'on a accompli. J'ai envie de remercier l'assistance, remercier les autres coureurs, en tout cas tout ce qu'on a pu se donner. Finalement, c'est pas un truc que j'ai construit tout seul, finalement, cette course. Si je peux continuer à être là aujourd'hui, c'est grâce à tout le monde, quoi. À la fois quel soulagement, mais aussi quelle joie de passer cette ligne et de me dire que voilà, cette médaille est pour moi. Ce repos, je l'ai mérité. Je me suis beaucoup donné cette année et là, il faut prendre soin de soi maintenant. Il faut profiter, se féliciter et voilà. Maintenant, j'ai juste envie d'aller voir les copains et de leur donner la même chose pour leur faire vivre les mêmes émotions et qu'ils soient aussi contents que moi d'arriver. Donc voilà, j'ai envie de recevoir et aussi de donner. J'ai envie d'être qu'amour sur le moment-là, je suis transporté, quoi, en fait. Dernier moment fort de l'événement, le lendemain, c'est la cérémonie de remise des prix où tout le monde est appelé un par un, tous les finishers. Donc c'est le dernier honneur. Les finishers des Thor des Glaciers sont appelés au début. Donc on est tous appelés un par un et là on nous remet notre t-shirt de finisher, notre lot et on s'assied sur le côté et on attend que tout le monde se fasse appeler. C'est un moment du coup riche en émotions parce que c'est le moment où on revoit les têtes de tout le monde et on est... Dès qu'il y a un nom qui est appelé, on est fiers en fait. Et on se retrouve et on se prend dans les bras. Et voilà, c'est un moment vraiment riche en émotions. Une fois que les glaciers sont appelés, c'est au tour des géants qui sont appelés un par un. Et ça me laisse suffisamment de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé pendant cette aventure. Moi qui, il y a quelques années, ai couru mon premier 10 km et été dégoûté de la course à ce moment-là, jamais j'aurais pensé déjà augmenter les distances
parce que je voulais plus courir le lendemain et finalement de fil en aiguille, je trouve ça fou d'en arriver là aujourd'hui. L'année dernière, je pensais même pas être capable de terminer le Tour des Glaciers. Je l'ai placé sur un piédestal et je trouve ça fou de me dire que je suis là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile du tout pendant la course, mais même avant la course. La première victoire, je me le suis souvent dit, c'était déjà d'être au départ parce qu'il fallait ne pas se blesser et prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. En fait, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de résilience, de régularité pour être au départ déjà. Et déjà, quelle joie de m'être aligné là, à côté de tout le monde, de tous ces gens avec qui j'ai partagé des moments incroyables, qui ont participé à la réussite de ma course. Parce que finalement, c'est pas une course du tout en solitaire. Même si on court seul, on est aidé par les autres participants, par l'assistance si on a la chance d'en avoir. Et en fait, ils sont là pour nous aider, pour nous faire vivre des émotions fortes. Et finalement, j'ai eu tout ce que je suis venu rechercher. J'ai eu la montagne, j'ai eu les moments alpins dont je rêvais. J'ai eu les émotions fortes, autant positives que... Enfin, les émotions positives comme négatives, on va dire, les moments difficiles où j'ai pleuré. J'ai pleuré aussi de joie. Et en fait, j'ai eu aussi le défi, ça c'est clair, parce que ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Je pensais pas être obligé de marcher autant et mentalement, ça a été très difficile. Mais voilà, franchement, grâce à tout le monde, grâce à Elio, Luca, les Italiens, Paolo, même Emmanuel qui m'a passé le mot à un moment. Finalement, c'est ça que je retiens, c'est les super beaux moments. Et en fait, comme d'hab, il a fallu vivre des émotions super fortes, se mettre dans la difficulté pour vivre des trucs à un niveau encore incroyablement au-dessus. Et je suis tellement content d'avoir vécu ce moment en montagne, ça va me rester longtemps, c'est certain. J'aurais jamais pu m'imaginer à quel point cette course était difficile, ça c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui m'a vraiment aidé, c'est d'aimer l'humain et d'aimer la montagne. I'm gonna fly into Salt Lake City, gonna meet everyone in town, gonna shake their hands like a gentleman, rolling with a whole new crowd, and then I'll take them all back to Cincinnati, show them how these boys get down. Elles sont contentes. Le petit veau derrière. Là, c'est la sortie. C'est la sortie scolaire. Et ce matin, j'en ai fait quand je pensais que j'étais pas encore. Enfin, quand j'ai pas. Non. Ce matin, j'ai fait des étirements au moment où j'avais pas encore. Où je croyais que j'étais en retard. Non, putain, c'est toujours pas ça. Ce matin, je savais pas. Non. Bon, j'arrive pas. Ce matin, j'ai cru à la base que j'étais vachement en retard et du coup, je pensais pas arriver à Champignon. Et du coup, pendant ce moment-là, où je savais pas encore que j'étais en retard, où je prenais mon temps, je faisais des étirements notamment. Voilà. Oh non, Ulysse! Il est venu pile devant.